Il y a eu sur LCI une grande confrontation entre les différents partis politiques, les différents représentants qui se présentent aux élections européennes. Et il y a Marion Maréchal qui s'est particulièrement démarquée si vous allez sur les réseaux. 70% des passages sur LCI proviennent de Marion Maréchal. J'ai vu par exemple aucune prise de parole relayée de Raphaël Glucksmann, ni même de Jordan Bardella, d'accord? C'est vraiment Marion qui s'est installée en tant que leaduse de cette confrontation. On va regarder comment elle a éclaté, mais tout le monde, d'accord? Je mets le petit filtre anti-droit d'auteur et vous allez voir que sur absolument tous les sujets, elle a été brillante. Là, le premier sujet, c'est sur l'écologie. Madame Toussaint est mal à l'aise car le modèle écologique qu'elle soutient est celui du charbon, de la Chine et des importations. L'écologie, c'est produire local. Pour cela, nous devons libérer nos entreprises de l'enfer fiscal français. Marion Maréchal, vous voyez qu'on a débordé sur le chapitre déjà consacré à l'écologie parce que là, on se trouve devant deux priorités qui ne coïncident pas forcément. Alors oui, faut-il protéger nos industries mais en fait, ou faut-il sacrifier d'une certaine manière la lutte contre le réchauffement? Ces deux sujets se recoupent parce qu'aujourd'hui, au-delà de Madame Toussaint, mais le logiciel écologiste qui dirige au Parlement européen actuellement est en fait la candidature de l'industrie du charbon, de la Chine et des importations. Pourquoi ? Déjà parce qu'ils font des choix énergétiques à travers le renouvelable, l'éolien et le solaire qui aboutit finalement à ouvrir des centrales à charbon, et parce qu'ils prônent une telle contrainte de normes, de contrôle, d'interdiction, que cela aboutit sur le plan industriel comme sur le plan Madame Maréchal, à quelle date Laissez-moi finir, Madame Toussaint, s'il vous plaît. Je vous pose une question, non, mais laissez-moi vous pouvez y finir, répondre, et je vous comme ça, répondrai vous sans parlez en problème même temps. après. Je comprends À que ça quelle vous date gêne. voulez-vous Je sortir comprends du que ça vous charbon? gêne. Alors, vous Parce expliquez que que la Chine, nous, on aujourd'hui, est propose un de modèle sortir du charbon écologique. en 2030. Je comprends Vous que proposez quand quelle date pour la ça vous sortie gêne. du charbon? Elle vous demande à quelle date vous Non, voulez mais sortir je vais du charbon. répondre, mais excusez-moi, je suis pas allé au bout de mon raisonnement quand même, parce que Allez-y. voilà. Et donc, on a aujourd'hui un logiciel qui aboutit à la décroissance agricole et industrielle, à travers notamment le Green Deal. Et donc, évidemment, Madame Toussaint n'est pas à l'aise avec le sujet, parce que, une fois de plus, moi je crois que la véritable réponse écologique, elle est d'abord dans la réponse au fait que la moitié aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre sont liées aux importations. Voilà. Il y a un truc que je vois, c'est que Jordan Bardella a vraiment pas l'air bien. Il boude, regardez derrière. Il tire la gueule, mais pendant vraiment toute l'émission. Je sais pas s'il est malade, s'il a passé une sale journée ou quoi. Gaz à effet de serre sont liés aux importations. Voilà, aux importations. Et donc la réponse écologique, elle est dans le fait de produire local. Et donc pour cela, il va falloir faire en sorte que nos soldats de la guerre économique, c'est-à-dire nos entreprises, se libèrent à la fois de l'enfer fiscal et de taxes qui est au niveau français, des normes, des 12 nouvelles obligations par mois votées par le Parlement européen, auxquelles s'ajoute la surtransposition du droit français, la question évidemment du coût du travail, la question du coût de l'énergie sur nos factures, sur notre facture. Oui, un coût du travail aujourd'hui qui est trop élevé, des charges qui sont trop élevées. Oui, non, il faut baisser les charges sur les salaires. Oui, ça, en effet, pour rendre la compétitivité. Mais pour ça, il faut lutter contre l'assistanat, il faut faire des économies. Enfin, c'est des choses qui n'existent pas. Voilà. J'assume mon désaccord avec les communistes. Mais on sait, M. Zemmour, de toute façon, vous défendez la retraite à 69 ans. Je suis très à l'aise pour être en désaccord avec vous sur le plan économique. Moi également. Ok. Je sais pas où est-ce qu'il a vu que Zemmour était pour la retraite à 69 ans. J'ai jamais vu ça. Hein. Ici. Là, c'est à propos de la flamme olympique, des Jeux Olympiques. Marion va dénoncer un petit peu tout ce qui se passe. À vous de nous montrer l'image que vous avez choisie, vous avez une minute. Oui, alors comme vous voyez, j'ai choisi l'allumage de la flamme olympique en Grèce. J'y vois là une image d'une Europe enracinée, qui a de la mémoire, qui valorise non seulement la beauté, mais aussi un certain nombre de traditions qui datent en l'occurrence du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et je considère que ça n'a rien à voir d'ailleurs avec les JO tels qu'ils se déclinent en France, ou devrais-je dire les J-Walk, où on commence par une affiche qui efface nos références chrétiennes et qui se poursuit avec le chemin de la flamme olympique, de la vulgarité de Jul au drag queen, pour finir probablement avec le langage châtié d'Aya Nakamura. Et donc je considère aujourd'hui que oui, notre civilisation française et européenne est menacée par ces idéologies de la déconstruction, du wokisme, de la haine de soi, mais aussi par la submersion migratoire et l'islamisation du continent. Et donc moi je souhaite mettre fin à cette Union européenne qui est complice aujourd'hui de ces différentes idéologies et faire en sorte que l'Europe que je défends retrouve sa boussole, c'est-à-dire avant tout la défense
et la transmission de notre civilisation européenne, de sa culture, de son identité et évidemment de sa prospérité. Ok. Ici, c'est à propos du nouvel ordre mondial en Europe. Parce que vous savez, Emmanuel Macron essaye de mettre en place, on va dire, une gouvernance européenne, c'est-à-dire que la France, l'Italie, l'Espagne ne seraient plus des pays, mais des États. Et que le pays serait l'Europe. Un peu comme les États-Unis. Les États-Unis, après, il y a plein d'États, etc. Et en ce moment, les différents dirigeants européens veulent que l'Europe soit un grand pays et que les pays actuels ne soient plus que des États. Et qu'il y ait un président européen, etc. Et Marion va parler de ça. Cette question de la fiscalité européenne, en fait, elle est la révélatrice pour moi du grand projet européen voulu par Emmanuel Macron et ses alliés, que sont notamment les socialistes et le groupe du PPE de M. Bellamy au Parlement, et qu'il a présenté à l'occasion d'ailleurs de son grand discours à la Sorbonne, dans lequel il offre comme perspective, si par malheur sa majorité est reconduite, ce que je ne souhaite pas, l'idée que demain nous pourrions avoir un super État fédéral européen, avec un président de l'Union européenne, avec un ministre des Affaires européen, avec la fin du droit de veto de la France, donc la possibilité pour la France demain, y compris dans des domaines stratégiques, de se faire imposer une décision contre sa volonté et contre ses intérêts, avec l'idée en effet d'une dette européenne déjà contractée mais qui pourrait encore s'aggraver dans d'autres domaines, et donc évidemment ce qu'ils appellent pudiquement, pudiquement les ressources. Oh, il y a beaucoup de choses qui sont. La fin du droit de veto a été défendue notamment par le PPE. La fin du droit de veto est défendue par le PPE. Non. Il me semble que si. On ira vérifier, mais je suis quasiment sûr que si. Et en l'occurrence, donc une dette, alors peut-être pas par vous, mais par votre groupe. C'est non, pareil, si on met la même chose avec vous, M. Bellamy, vous n'êtes jamais en accord avec votre groupe. Ah ben, il faut juste renseigner sur la ligne de notre groupe. Donc un groupe commun. La dette. Vous avez les droites ensemble. Vous auriez pu l'accepter des législatives, l'union des droites, Monsieur Bardella, ça aurait été plus simple. On aurait gagné du temps, on aurait gagné du temps, on aurait peut-être une majorité. Alors attendez, permettez-moi. Donc la dette européenne. Recomposition en direct. Et l'impôt européen. Donc moi je vous dis, je pose une question de principe au-delà de l'ISF. Je suis contre que la fiscalité demain puisse être une compétence européenne. Je suis contre. Puis imaginez s'il y a un impôt européen, ça veut dire que c'est un impôt qui servira à financer plein de choses dans tous les pays de l'Europe. Que les impôts français servent à financer la France. Que ce soit au niveau des travails, par exemple les enseignants sont payés par nos impôts, ou que ce soit les réparations des autoroutes, etc., ou le salaire des dirigeants. Et imaginez un impôt européen. Ça veut dire que avec l'impôt européen, on va devoir payer des trucs qui se passent dans des pays genre la Lituanie, la Lettonie, des pays pas si développés que ça par rapport à la France. C'est pas non plus des sous-pays, mais je veux dire, la France c'est quand même un pays bien développé. Mais si on doit financer tout ce qui se passe dans tous les pays de l'Europe, la France va être désavantagée. On va payer beaucoup plus d'impôts. Et ceux qui seront dans des pays plus défavorisés, ça sera avantageux pour eux. Mais je vois pas l'avantage qu'a la France à se lancer là-dedans. Que le droit du travail puisse être une compétence européenne. Je veux pas, par exemple, l'Union européenne qui demain nous explique, comme c'est le cas aujourd'hui, dorénavant, que les arrêts maladie peuvent être comptabilisés en congés payés ou pouvoir potentiellement remettre en cause le statut de nos pompiers volontaires. Je veux pas non plus que demain, comme le souhaite Emmanuel Macron, l'Union européenne s'occupe de l'école ou de la santé. Je considère qu'il y a déjà bien assez de compétences. Nous sommes déjà d'ailleurs bien assez nombreux à 27. Et je ne veux pas non plus de cet élargissement voulu par Emmanuel Macron jusqu'à potentiellement 35 pays. Et donc restons et occupons-nous déjà des compétences dans le cadre actuel et ce sera déjà une belle victoire. Je pense que si Emmanuel Macron veut qu'il y ait un maximum de pays qui rejoignent l'Union européenne, c'est pour qu'il devienne le maître du monde, c'est qu'il soit le dirigeant de tous les pays de l'Europe, etc. Je vois que ça. Il n'a aucun autre intérêt que de gonfler son ego à faire ça. Pourquoi on accueillerait la Turquie? Qu'est-ce qu'elle va apporter? On va devoir payer plus pour gérer la Turquie. C'est juste qu'il veut diriger le monde. Quand il y aura un président européen, il faudra voter. Et je pense qu'il se voit déjà élu président de l'Europe, chef de 35 pays, d'accord? Mais ce mec est fou, d'accord? Ici, c'est Marion Maréchal qui parle de l'armée européenne, du coup. Parce qu'il y aurait une armée européenne. Que seule la France financerait quasiment, parce que c'est pas l'armée lituanienne qui va porter l'Europe, Ça va être l'armée italienne, française et allemande. La majorité de l'armée, d'accord? Encore une fois, je vois pas l'intérêt de la France à faire ça.
On entend beaucoup parler au cours des débats de défense européenne, d'armée européenne. Je vois un volontarisme belliqueux fort sur le sujet. Mais je veux dire, moi, j'aimerais quand même vous rappeler dans quel pays nous vivons quand même aujourd'hui. On est dans un pays qui, en Nouvelle-Calédonie, est au bord de la guerre civile. C'est ça qui est en train de se passer sur le territoire français. Nous sommes dans un pays, aujourd'hui, il y a des agents pénitentiaires qui se font tuer à l'arme de guerre. On est dans un pays gangréné par le narcotrafic, au point que chaque semaine, il y a des règlements de compte. À Rennes, la fois dernière, 50 minutes de tir à l'arme de guerre en pleine rue. En France, voilà. Et nous vivons sur les braises d'émeutes qui peuvent nous exploser au visage à tout moment. Alors moi, je veux bien nous expliquer qu'on va aller construire la grande armée européenne et ramener la défense européenne et protéger ainsi les Européens. Moi, ce que j'aimerais d'abord, c'est qu'on garantisse la sécurité de la France et que renforcer en réalité la défense européenne, c'est d'abord renforcer l'armée européenne. Et ce ne sont pas tous ceux qui ont gouverné dans les dernières décennies, qu'il s'agisse des LR, qu'il s'agisse de Renaissance, qu'il s'agisse du PS, qui vous vendent tous aujourd'hui l'Europe puissance et qui ont abouti en réalité à la France impuissante, qui pourront, permettez-moi, apporter la bonne solution. Et donc je vous le dis, une fois de plus, la réponse sur le plan de la défense, y compris d'ailleurs pour l'Europe, c'est d'abord le renforcement d'une armée française dont on ne délègue pas ni le commandement, ni les effectifs, ni le matériel à une soi-disant armée européenne ou diplomatie européenne. Et donc ça passe quand vous parlez des problèmes pénitentiaires ou autres, c'est plutôt du ressort de la police que de l'armée. Non mais je veux bien qu'on construise une armée européenne si on n'est déjà pas capable d'assurer la paix civile, la sécurité dans son propre pays et qu'on a aujourd'hui une armée qui est embryonnaire, parce que notre armée est embryonnaire, que nous ne sommes pas capables de construire des commandes publiques de long terme, qu'on n'est pas capable de relocaliser des industries stratégiques aujourd'hui comme celle des munitions qui ont quitté le territoire depuis maintenant bien longtemps, qu'on n'est pas capable de reconstruire des effectifs, qu'on n'est pas capable de mettre à minima 3% du PIB justement dans une défense française, n'espérez pas demain que nous puissions avoir une défense européenne digne de ce nom. Ça me paraît logique. Et du coup, s'il y a un président de l'Europe, est-ce qu'on aura une nouvelle langue? Genre, il faudra qu'on parle tous anglais. Ce sera la langue européenne. Je suis européen. La langue Europe. Je me pose la question. Ok. Ici, Marion Maréchal va parler des incivilités qui commencent par V. Donc, il va y avoir quelques cuts, parce que je ne peux pas laisser de tels mots sur YouTube, d'accord? Donc, à chaque fois que vous aurez un cut, c'est qu'elle dit le mot en V, d'accord? Et elle dit que 77% des choses que je ne peux pas dire sur YouTube sont issues de personnes de l'immigration. Le laxisme migratoire a transformé notre pays en enfer. Puisque c'est un des sujets majeurs de préoccupation aujourd'hui de nos compatriotes pour des raisons évidemment à la fois économiques, sécuritaires, culturelles, identitaires. C'est une angoisse extrêmement forte et présente. Et moi, ce que je note souvent dans les discours à gauche, c'est une tentative de nous enfermer dans une forme de fatalité migratoire, de fatalisme migratoire. On essaye de pousser les Français au renoncement en leur expliquant que finalement, voilà, ces flux, d'une certaine manière, sont inéluctables et que donc la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est non pas de tenter de les réduire, de les réguler ou de les empêcher, mais c'est finalement d'accepter cet accueil qui s'impose à nous et tout au mieux de l'organiser en leur donnant simplement des titres de séjour. C'est plus ou moins d'ailleurs ce que nous propose Monsieur Glucksmann. Sauf que sur moi, cette question emblématique des bateaux, pardonnez-moi, mais juste je vais au bout de mon raisonnement. Moi, la mer ne doit pas être un cimetière. Je ne peux pas, sauf que je pense que c'est la politique de fermeté qui est la meilleure manière, et de dissuasion qui est la meilleure manière de protéger les vies en Méditerranée. Mais moi, je veux dire, je ne peux pas accepter qu'on accepte, par exemple, que Claire, qui a été violée par un migrant sous OQTF, se voit dire que finalement, il fallait juste pas être là. Ou que la mère d'Evelyne Reber, dont l'un des fils a été tué par un réfugié soudanais djihadiste, se voit opposer, écoutez, c'est la faute à pas de chance. Ou la belle-sœur de Fabienne, qui a été massacrée et là encore par un étranger sous OQTF, puisse se faire dire c'est la vie. Voilà, faut finalement les Français accepter cette situation parce qu'elle est inéluctable. Je vous le dis, quand on a aujourd'hui, parce qu'on n'a que quelques chiffres, tout ça est très opaque, mais ils sont en tout cas éclatants. 77% des deux rues à Paris, 77% des deux rues à Paris interpellées qui sont étrangers. Je vous le dis, cette politique du laxisme et du faux humanisme a transformé le quotidien des Françaises en enfer. Voilà. Donc moi, je ne m'y résous pas. Et je considère que oui, l'Europe doit pouvoir apporter une réponse en complément, évidemment, de la réponse nationale. Et je crois que l'Europe doit défendre l'idée d'une triple frontière. Une frontière, évidemment, au niveau national, avec une réforme de l'espace Schengen réservée aux Européens, évidemment, une réforme du droit d'asile avec une refonte de la liste des pays sûrs
une frontière, évidemment, aux frontières physiques de l'Europe, c'est-à-dire en Méditerranée, avec, oui, monsieur Glucksmann, la défense, et j'espère au Parlement européen que nous pourrons être aux côtés des pays qui veulent cette idée du blocus naval en Méditerranée pour en effet intercepter les bateaux et les rapatrier sur les ports d'origine, détruire les embarcations, évidemment, une fois qu'elles ont accosté, et arrêter avec des effectifs adaptés les trafiquants de migrants, défendre les accords avec les pays de départ à l'initiative de Giorgia Meloni, en effet, et qui ont fait la démonstration de leur efficacité, le financement, en effet, des infrastructures comme les murs demandés par les pays, et enfin, en dehors des frontières, le financement de centres d'accueil à l'extérieur de nos frontières européennes, le fait de conditionner, ça c'est très important, le fait de conditionner les aides au développement au fait que les pays bénéficiaires reprennent les clandestins dont nous ne voulons plus. On a essayé Non, au niveau national. On a essayé. On ne l'a pas fait et évidemment qu'au niveau européen, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est quand même la moindre des choses. Pardonnez-moi, c'est quand même la moindre des choses. Et puis enfin, financer des campagnes de dissuasion dans les pays d'origine, puisque je réponds maintenant à votre question. La meilleure manière de protéger des vies en Méditerranée, c'est évidemment de faire preuve de fermeté, parce que quand vous faites des promesses comme celle de l'Eldorado, comme celle d'une entrée clandestine qui aboutira à une régularisation, voire à une naturalisation, au regroupement familial, à l'accès à des aides diverses et variées, bah évidemment vous poussez les gens dans des tentatives désespérées qui aboutissent en effet à ce que la Méditerranée devienne un cimetière. Ok. Ici, c'est Manon Aubry de la LFI. À votre avis, la LFI va parler de quoi? De la France, du pouvoir d'achat, de la culture. LOL. Elle va parler de la Palestine, d'Israël et de Gaza. D'abord, je vois que vous en preniez à la Cour pénale internationale. Il se trouve que c'est l'instance... C'est important d'écouter ça parce que Marion Maréchal va réagir juste derrière au fait que ça va 5 minutes et qu'on est en France et qu'il faudrait parler de la France à un moment donné. C'est la juridiction de droit international la plus importante et suprême. Il se trouve que le procureur qui a fait cette réquisition à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou, devinez qui l'a soutenu pour dans son poste? Israël. Donc je vois un petit paradoxe à voir ce droit international à géométrie variable. Et vous voyez, nous défendrons l'humanité, la dignité la plus élémentaire. Oui, nous la défendrons en Ukraine, comme en Palestine. Et donc, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter ce massacre dans la bande de Gaza, parce qu'il s'agit de vie civile. Il n'y a aucune raison, comme vous le faites, mais vous le faites ensemble, Madame Hayé et Monsieur Bellamy, de refuser des sanctions à l'égard d'un gouvernement qui est en train de commettre des crimes contre l'humanité. Je pense que l'histoire s'en souviendra, Monsieur Bellamy. Les accusations que vous proférez sont absolument hors sol, et surtout hors sol de la réalité que vivent des citoyens qui, concrètement, sont privés d'eau, de nourriture, d'alimentation. Ok. Alors pour quelqu'un qui parle de hors sol, alors meuf, là tu participes à des élections européennes. Je représente la France. Est-ce qu'on pourrait pas parler de la France? C'est possible, hein. Peut-être que je suis fou, hein. Mais peut-être parler de France dans une élection française, est-ce que c'est possible? Et du coup, il y a Marion Maréchal qui va réagir. Non, mais si Marion Maréchal et Léon Desfontaines. À chaque débat, à chaque émission, on parle de Gaza matin, midi et soir, comme s'il s'agissait d'un territoire Laissez-la parler. européen. Non mais vous en parlez en intro, en conclusion. Je vous ai redonné la parole. Tout ça est extrêmement clair. Je vous rassure, ça n'est pas uniquement par humanisme, c'est évidemment par clientélisme électoral. Et disons-le, un clientélisme électoral qui porte un certain nombre de fruits, c'est indéniable. Et si vous soufflez sur les braises, le drame de notre score. Si vous soufflez sur les braises, vous verrez, je pense qu'on vous battra le 9 juin prochain. Vous êtes jaloux de notre score? Là, les filles, ils disparaissent, ils font genre 5% dans les sondages. Il y a vraiment un monde. Je pense que les filles fera plus, mais il y a quand même un monde où même Reconquête va être devant la LFI. C'est possible. Et elle te sort, vous êtes jaloux de notre score. Meuf, vous êtes 8ème sur 10 partis. De quoi tu parles? Qui est jaloux de la LFI? Le Rassemblement national, ils font 33%. Macron, il crache sur tous les Français depuis 8 ans, il fait 15%. T'es à 5? Qui tue? Soufflez sur les braises, vous verrez, je pense qu'on vous battra le 9 juin prochain. Mais ça, on se retrouvera, rendez-vous le 10, en effet. En revanche, là, vous avez une part de responsabilité, une grande part de responsabilité en important ce conflit ici, en soufflant sur les braises. C'est que, voyez-vous, le discours que vous tenez, l'instrumentalisation que vous faites de ce conflit, eh bien, ça aboutit avec, voyez-vous, un migrant sous OQTF qui tente d'incendier une synagogue. Ça finit avec une femme juive séquestrée, venger la Palestine dans les Hauts-de-Seine.
Ça finit avec une explosion des actes antisémites qui sont 1000 fois plus nombreux sur le premier semestre 2024 que l'année dernière. Donc voyez-vous, c'est peut-être un calcul électoral payant, en effet, à court terme pour vous, mais ça n'est certainement pas payant ni pour la paix civile, ni pour la cohésion nationale dans le pays. Et donc vous portez une lourde responsabilité dans cette situation. Et je ne sais pas, je dois vous le dire, comment vous arrivez à dormir tranquillement le soir sur votre oreiller, alors que vous êtes co-responsable de cela. On n'arrive pas à dormir quand des civils meurent sous les bombes, Madame Marion Maréchal, mais ça vous fait rien, Non, mais vous, c'est votre complicité. Ça vous fait rien, c'est votre complicité et votre refus de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Aucun problème à le qualifier d'organisation terroriste, Madame l'ambiguïté Maréchal. indéniable, pour ne pas dire la complicité dans vos propres listes, parce que vous cachez dans vos déclarations, mais vous refusez d'assumer les positions dans votre liste. Donc qu'est-ce que vous proposez pour que les civils arrêtent de mourir dans la bande de Gaza? Hassan, vous êtes d'accord avec elle dans Bien sûr que je suis d'accord. Et je suis fière que demain ce soit la première franco-palestinienne qui siège au Parlement européen c'était une action et qui légitime. porte la voix de la paix. Donc non, c'est pas ce qu'elle a dit et vous le savez très bien comme moi. Vous le savez très bien comme moi. C'est ce qu'elle a dit. Et je Léon Desfontaines. vous n'avez pas de réponse. Vous êtes très mal à l'aise. Vous n'avez pas de réponse S'il à vous plaît. apporter pour protéger les civils. On a qui se entendu font votre massacrer. échange. Vous n'avez pas de réponse à apporter pour les civils, mais on est en France, pas en Israël. Il n'y a personne qui peut trouver de solution à ce qui se passe en Israël. Pourquoi? Parce qu'on est en France, en fait. C'est du délire, hein. Si quelqu'un avait une solution, on la ferait, la solution. Mais on est en France. Bordel. Et ici, pour finir, c'est Valérie Hayé qui va répondre avec un argumentaire absolument inégalable. Écoutez bien. Voilà. Mais vraiment, je pense que Valérie Hayé est la personne qui bégaye le plus en débat TV. Je pense que même moi, je bégaye moins que elle. Et je pense que Valérie Hayé est quand même bien responsable de la chute de Renaissance. Parce que chaque semaine, Renaissance perd un petit peu de points dans les sondages. Et pourquoi ils ont choisi... Alors, tant mieux, parce que j'ai pas envie que Renaissance gagne. Et je veux dire, soyons objectifs. Qui s'est dit que placer Valérie Hayé dans les débats pour représenter Renaissance était une bonne idée? Elle sait pas parler. Elle bégaye tout le temps. Mais bref, c'est pas grave, c'est tant mieux pour nous. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!